Aujourd'hui, nous allons découvrir 50 autres faits géographiques étonnants sur tous les États-Unis. Plongeons directement dedans, en commençant par l'Alabama. En regardant une carte des fuseaux horaires, vous verrez que l'Alabama est à l'heure centrale UTC-6. Mais ce n'est en fait pas le cas pour tout l'État. 4 villes ont décidé de fonctionner à l'heure de l'Est, suivant UTC-5 à la place. Ces villes incluent Phoenix City, Valley, Lanett et Smith Station, toutes proches de la rivière Chattahoochee. Oui, c'est son vrai nom, juste à côté de l'État de Géorgie. Quant aux raisons pour lesquelles ces villes ont décidé de suivre le fuseau horaire de leurs voisins à la place, il y a 2 explications possibles. Certains estiment que ces villes appartiennent à la région métropolitaine de Columbus, en Géorgie. D'autres disent que c'est à cause de l'ancienne industrie textile West Point Pepperell. Son siège était à West Point, en Géorgie, mais les usines textiles étaient en Alabama, donc toute la région suivait l'heure de la Géorgie pour faciliter les affaires. L'Alaska est tellement froid que certaines de ces villes sont entièrement construites sur le pergélisol, et le sol en dessous s'effondre. Les villes du nord, comme Nome, Barrow, ainsi que de nombreux petits villages autochtones d'Alaska, et même une grande partie de Fairbanks, qui compte près de 32 000 habitants, sont toutes situées sur un sol gelé, ce qui cause beaucoup de problèmes. Le pergélisol est tout type de sol qui était resté gelé en permanence pendant au moins 2 ans, bien que certains pergélisols de l'Arctique soient gelés depuis des centaines de milliers d'années. Le problème, c'est qu'avec la hausse des températures au fil du temps, le sol en Alaska commence à dégeler, et les maisons construites dessus sont en difficulté. Selon Grist, les propriétaires près de la 2e plus grande ville d'Alaska doivent faire face à des réparations coûteuses ou à la condamnation de leurs biens à cause du dégel du sol. Arizona. L'endroit le plus ensoleillé au monde est en Arizona. Yuma compte 310 jours de soleil par an. 91% de ses heures annuelles de clarté sont ensoleillées. C'est aussi un endroit assez sec, puisque la ville ne reçoit qu'environ 3 pouces de pluie par an. En moyenne chaque année. Bonne nouvelle, l'hiver, le début du printemps et la fin de l'automne offrent généralement des températures agréables de 27 à 29 degrés Celsius le jour et autour de 13 degrés Celsius la nuit. Mauvaise nouvelle, les habitants doivent utiliser la climatisation à fond l'été pour survivre à la chaleur. Pourquoi Yuma est-elle aussi ensoleillée et sans nuages ? Les météorologues attribuent cela à l'emplacement de Yuma dans le désert de Sonora et à son encerclement par des montagnes qui bloquent les systèmes météorologiques et l'humidité. Arkansas. Le parc national de Hot Springs est unique car les 47 sources thermales qui jaillissent de la terre dans les montagnes de l'Arkansas ne sont pas volcaniques et ne sont pas chauffées par du magma. Au lieu de cela, elles sont le résultat de l'eau de pluie qui s'infiltre profondément sous la surface de la Terre, à plus de 300 mètres de profondeur. C'est 2,5 fois la hauteur des chutes Angel, puis cette eau est repoussée à travers les montagnes Ouachita, un voyage qui prend 4000 ans à accomplir. Les sources chaudes sont appréciées comme une sorte de retraite de bien-être depuis très longtemps. Autrefois, elles étaient la capitale officieuse de la Ligue majeure de baseball durant l'intersaison, où les joueurs profitaient lors des sources avant la saison de printemps. Le parc national de Hot Springs était tellement important que même les gangsters de New York et de Chicago, comme Al Capone, l'ont déclaré territoire neutre, afin que les gangs rivaux puissent venir profiter des sources en paix. Californie. Vous savez peut-être déjà que la Californie est un grand état agricole, produisant des produits allant des avocats au vin. Mais saviez-vous que 80% de toute la production mondiale d'amandes provient également de Californie ? Les longs étés ensoleillés et les hivers doux et humides de la Californie créent des conditions idéales pour la culture des amandes dans sa vallée centrale. Cependant, ces arbres aggravent aussi le problème d'eau dans un état déjà sujet aux sécheresses. Par exemple, une livre, soit 0,4 kg de fraises, nécessite environ 22 gallons, soit 83 litres d'eau pour pousser. Et une livre d'amandes ? 400 gallons, soit environ 1500 litres d'eau. Si vous vivez en Californie, commencez peut-être à choisir ce que vous voulez le plus. Douche quotidienne ou lait d'amande ? Colorado. Si vous avez déjà randonné avec quelqu'un du Colorado, il est sûrement meilleur que vous. C'est parce que non seulement le Colorado est l'un des États les plus en forme et les plus actifs du pays,
Mais il a aussi l'altitude moyenne la plus élevée des États-Unis, atteignant en moyenne 6800 pieds, soit 2073 mètres. La personne qui marche à vos côtés fonctionne avec au moins 5% d'oxygène en moins que vous. Le point le plus élevé de l'État se trouve à 14 440 pieds, soit 4400 mètres, et le plus bas à un peu plus de 3300 pieds, soit environ 1000 mètres. Et il ne s'agit pas que de sommets de montagnes déserts. Les grandes villes comme Telluride se trouvent à plus de 8700 pieds, soit 2650 mètres, tandis que la capitale, Denver, surnommée à juste titre la ville à 1000 d'altitude, est située à 1000, soit presque 5300 pieds, ou 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Connecticut. Le fleuve du même nom, qui a donné son appellation à l'État, change parfois littéralement de direction. Les habitants qui vivent de près de la partie du fleuve qui s'approche du Long Island Sound peuvent remarquer que le fleuve inverse parfois son cours. Cela se produit parce que les 60 dernières miles du fleuve Connecticut sont soumis aux marées. Quand la marée monte depuis le Long Island Sound et que le débit du fleuve Connecticut n'est pas fort, l'eau salée remonte le fleuve, donnant l'impression qu'il inverse sa direction sur plusieurs kilomètres. Ce phénomène se produit 2 fois par jour. Le Delaware est connu pour être un très petit État, et le premier à avoir ratifié la Constitution. Mais vous pourriez être surpris d'apprendre qu'il y a aussi 200 poulets pour chaque habitant dans l'État. La prospère industrie avicole locale a commencé par erreur. En 1923, Cecilia Steele, comme beaucoup, élevait des poules pour les œufs. Elle commandait 50 poules par an, sauf une fois où on lui en a envoyé 500 par erreur. Cecilia a décidé qu'elle pouvait tout aussi bien les élever toutes et les vendre pour leur viande. Ayant ainsi réalisé un beau bénéfice, environ 5 $ la livre aujourd'hui, elle a continué. Ses voisins, voyant l'argent affluer, l'ont imité. Avec le rationnement de la viande rouge durant la Seconde Guerre mondiale, les entreprises avicoles du Delaware ont prospéré, expliquant l'actuel nombre élevé de volailles par habitant dans l'État. Floride. Bien que le Midwest ait la réputation d'être un immense champ plat, l'État le plus plat des États-Unis, et celui qui risque le plus de se retrouver sous l'eau un jour, est en réalité la Floride. L'altitude moyenne de la Floride est d'environ 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Même le point le plus élevé, Britton Hill, se trouve à 345 pieds, soit 105 mètres au-dessus du niveau de la mer. Un peu plus du quart de la hauteur de l'Empire State Building. Pourquoi la Floride est-elle si plate ? Formée comme une plateforme sédimentaire dans des mers chaudes et peu profondes, elle est presque entièrement composée de calcaire. Ajoutez à cela le fait que la région n'a connu aucune activité sismique importante ni formation de montagnes, ce qui a donné un état incroyablement plat, presque au niveau de la mer. Géorgie. Quelques États ont déplacé leur capitale au moins une fois, mais la Géorgie est dans une catégorie à part. L'État de la pêche a changé de capitale à 5 reprises. À l'époque coloniale, Savannah fut la première grande colonie européenne et le premier siège du gouvernement. La capitale a été transférée à Augusta, après la capture des côtes durant la guerre d'indépendance, puis a été alternée un temps entre ces deux villes. Avec l'avancée des colons vers l'ouest, Louisville, plus à l'intérieur, devint la nouvelle capitale. Ensuite, les colons ont pénétré sur les terres amérindiennes et ont demandé que la capitale soit à nouveau déplacée vers l'ouest, afin de consolider la revendication des colons blancs sur les terres qu'ils venaient de s'approprier par la force, cette fois à Milledgeville. Enfin, en 1868, en raison de sa croissance démographique rapide et de sa position en tant que centre ferroviaire, Atlanta fut désignée comme capitale de la Géorgie. Alors que d'autres États luttent contre la montée du niveau de la mer et l'érosion côtière, Hawaï est le seul État des États-Unis qui grandit en taille. En raison de la nature volcanique des îles, des coulées de lave descendent des volcans et refroidissent près de la côte, augmentant ainsi la taille des îles. Il est quand même en train d'ajouter une toute nouvelle île. La petite île de Loihi, ou désolé si je prononce mal, Kamauha Kanaloa, est actuellement en formation au large de la côte de la grande île d'Hawaï, et devrait émerger de l'eau dans 10 000 à 100 000 ans. Quant aux autres terres hawaïennes, la grande île s'agrandit d'environ 42 acres, soit 17 hectares par an, grâce aux coulées de lave du volcan Kilauea. Idaho. L'Idaho est connu pour ses pommes de terre,
Mais peu de gens savent qu'il porte aussi le surnom d'État des gemmes, grâce à l'infinie variété de pierres précieuses que l'on trouve dans ses frontières. Même des grenats étoilés, habituellement présents seulement en Inde, se trouvent partout dans l'Idaho. Parmi les autres pierres précieuses découvertes dans l'État figurent la topaze, les opales, le jaspe, la tourmaline et la fluorite. Alors, pourquoi l'Idaho est-il aussi riche en pierres précieuses ? En partie parce qu'il se trouve à la frontière de deux grandes plaques tectoniques qui ont contribué à la formation des montagnes rocheuses, dont l'extrême pression crée des pierres précieuses. L'activité volcanique historique a créé des conditions idéales pour former des pierres précieuses, car cendres et laves sont devenues une eau riche en silice infiltrant les fissures rocheuses, donnant opales et quartz. Même si les grandes exploitations minières de pierres précieuses sont rares, des collectionneurs amateurs parcourent toujours l'Idaho pour en chercher. L'Illinois n'a pas toujours été aussi plat qu'il ne l'est aujourd'hui. Environ 85% de l'État était recouvert de glaciers au Pléistocène. Aujourd'hui, il repose sur une épaisse moraine glaciaire, issue des sédiments déposés par les derniers glaciers. Cela a recouvert la roche-mère de l'Illinois, ainsi que de nombreuses collines et vallées. Bien que cela signifie que le paysage puisse sembler plus monotone qu'il ne l'aurait été. Les dépôts d'eau glaciaire de terre, d'argile, de limon, de sable et de gravier sont aussi ce qui a rendu le sol de l'Illinois extrêmement fertile. Ce sol riche a soutenu une industrie agricole florissante, faisant de l'État un leader national dans la production de cultures comme le soja et le maïs. Le comté de Park, dans l'Indiana, est surnommé la capitale mondiale des ponts couverts. Les personnes qui se sont installées dans l'Indiana au XIXe siècle ont compris qu'elles avaient un besoin de moyens pour traverser les innombrables ruisseaux et petites rivières qui couvrent cette partie du pays. Ils devaient faire passer leurs chariots au-dessus des cours d'eau sans tomber, d'où la création des ponts couverts. C'était idéal pour prolonger la durée de vie et la solidité du pont en bois lui-même, en construisant une couverture pour le protéger des nombreux éléments du climat du Midwest. La pluie, le vent, la neige, entre autres. Aujourd'hui, 31 ponts couverts historiques subsistent, et 21 d'entre eux sont encore ouverts à la circulation automobile. À l'apogée de leur popularité au XIXe siècle, il y en avait 14 000 à travers les États-Unis. Aujourd'hui, il n'en reste que 700 à 800. L'Indiana en compte 92 parmi les ponts couverts restants. Iowa. Étonnamment, cet État très plat possède aussi le chemin de fer le plus court et le plus raide du monde. L'ascenseur de la 4e rue, également connu sous le nom d'ascenseur de la rue Fénelon, dessert le quartier des affaires du centre-ville de Dubuque depuis 1884, bien qu'il ait été à l'origine construit pour un usage privé. Ce funiculaire historique parcourt 90 mètres, transportant les passagers sur 58 mètres d'élévation, de la 4e rue à Fénelon Place. Le funiculaire n'est ouvert que du 1er avril au 30 novembre. Le Kansas abrite Stratica, une mine de sel vieille de 275 millions d'années, qui est aussi la seule mine de sel de l'État ouverte au public. Mais ce n'est pas du tout la chose la plus intéressante à son sujet. Au fond des mines, à 650 pieds, soit 198 mètres, sous terre, la mine est utilisée pour conserver des pellicules de films. Lee Spence, président-directeur général d'Underground Vaults and Storage, explique « De nombreux grands studios stockent leurs films chez nous grâce à la préservation du sel, ainsi qu'à la température et l'humidité constante de la mine. » Bien que les visiteurs ne puissent pas accéder au coffre de stockage des films, les titres conservés ici incluent Autant en emporte le vent, Le Magicien d'Oz et les films Star Wars, pour n'en nommer que quelques-uns. Kentucky. Le pâturin du Kentucky n'est pas natif de cet état. En effet, la célèbre herbe présente sur les pelouses et terrains de golf du monde entier, et à l'origine du surnom de Kentucky, a été introduite en Amérique du Nord par l'Empire espagnol. Cependant, certaines sources attribuent plutôt cela aux colons venus de Grande-Bretagne, originaires de régions d'Europe, d'Asie, des montagnes d'Algérie et du Maroc. Présente depuis longtemps aux États-Unis et considérée comme naturalisée, elle demeure une espèce envahissante très agressive, surpassant les graminées locales. Alors, pourquoi cette herbe que l'on trouve à peu près partout est-elle devenue si fortement associée au Kentucky ? L'État offrait des conditions parfaites aux pâturins, devenu l'aliment de base de ces célèbres chevaux de course. Au fil du temps, il a aussi donné son nom à la musique bluegrass, renforçant ce lien,
Et aujourd'hui, cette espèce étrangère reste liée au Kentucky. Louisiane. La Louisiane perd environ un terrain de football de terre chaque heure, soit environ 16,6 miles, 50 km² par an. Cela ne concerne que la perte de terres enregistrée entre 1985 et 2010. De nombreux scientifiques estiment que l'érosion côtière s'accélère. Entre 1932 et 2010, cela signifie que la Louisiane a perdu presque 1900 miles carrés, soit 4921 km² de terre, ce qui correspond à environ 1,2 fois la taille de Rhode Island. Donc, si vous achetez une propriété en Louisiane, réfléchissez bien et longuement à l'endroit où vous souhaitez l'acheter. Des villes comme la Nouvelle-Orléans, déjà sous le niveau de la mer, subissent des inondations répétées. Des communautés comme l'île de Jean-Charles ont déplacé toute leur ville vers l'intérieur pour fuir la perte de terrain, car 98% de leur territoire ont disparu. Maine. Cet état est le plus boisé du pays, avec environ 90% de son territoire couvert de forêts. Le plus étonnant est que malgré l'exploitation pendant des siècles des 18 millions d'acres, 7,2 millions d'hectares, de forêts non fragmentées du Maine pour le bois, la plupart de ces arbres sont encore là. Cependant, 95% des forêts du Maine sont privées. Comment cela se fait-il ? Excellente gestion de l'État. Le Maine accorde une grande importance à la conservation des forêts. Il propose des incitations fiscales, des réglementations forestières et des programmes éducatifs pour propriétaires et bûcherons. Cela vise à préserver l'une des plus grandes attractions touristiques du Maine, ces magnifiques forêts, qui expliquent aussi pourquoi l'État est neutre en carbone à 75% grâce aux arbres agissant comme puits de carbone. Maryland. À son point le plus étroit, le Maryland ne fait qu'1 mile, soit 1,5 km de large. En fait, c'est la distance la plus étroite d'une frontière à l'autre, hors sommet, de tous les États du pays. Ici se trouve Hancock, une ville de plus de 1550 habitants située entre la Pennsylvanie et la Virginie. La frontière est très étroite ici en raison des caractéristiques géographiques et des différends avec les États voisins. La ligne Mason-Dixon a défini strictement la frontière nord du Maryland, tandis que la frontière sud, fixée par le Potomac et des disputes avec la Virginie, n'a laissé qu'une étroite bande à l'État près de Hancock. Massachusetts. Le plus ancien métro des États-Unis ne se trouve pas à New York, mais plutôt à Boston, dans le Massachusetts. Le métro de Tremont Street a ouvert en 1897 et fait toujours partie de la Massachusetts Bay Transportation Authority, l'autorité des transports de la baie du Massachusetts. Il parcourait 5 miles, 8 km, entre le Public Garden et Haymarket Square, et a été désigné monument historique national, bien qu'il soit toujours en service, espérons-le avec des rames modernisées. En revanche, la première station et la première ligne de métro à New York ont ouvert en 1904. Donc Boston a devancé New York de 7 ans entiers. Michigan. Beaucoup affirment que les Black Hills du Dakota du Sud sont la plus ancienne chaîne de montagnes des États-Unis, datant d'environ 1,8 milliard d'années. Pourtant, le Michigan possède une chaîne encore plus ancienne, de 200 millions d'années supplémentaires. Les géologues ont daté la formation des monts Porcupine à environ 2 milliards d'années. Ils sont souvent exclus de la plus ancienne chaîne de montagnes des États-Unis, car ils sont aujourd'hui tellement érodés qu'ils sont presque méconnaissables, même pour une chaîne aussi ancienne. Leur point culminant atteint à peine 2000 pieds, soit 610 mètres, juste au-dessus du point le plus élevé des collines d'Hollywood à Los Angeles. Ce n'est pas ce qu'on imagine en pensant à des sommets spectaculaires. Minnesota. La plupart des gens savent que la terre des 10 000 lacs est un endroit très aquatique, même si son surnom est en fait un peu faux, car le Minnesota compte plutôt environ 11 842 lacs. Mais saviez-vous que cet état du Midwest possède aussi tellement de rivières et de ruisseaux que mis bout à bout, il pourrait faire presque 3 fois le tour de l'équateur ? 2 fois et 3 quarts, ça fait déjà beaucoup. Près de 69 000 miles, soit exactement 111 045 km de rivières et ruisseaux. En d'autres termes, tu ferais mieux d'apprendre à aimer la pêche si tu es au Minnesota. Mississippi. Le delta du Mississippi ne se trouve pas à l'embouchure du fleuve Mississippi, là où il se jette dans le Golfe. Il se situe plutôt dans le nord-ouest du Mississippi. Cela paraît évident aux habitants, mais beaucoup de visiteurs sont confus quand,
cherchant le delta du Mississippi. On les oriente vers une région éloignée du Golfe. Le delta doit son nom à la rencontre de la rivière Yazoo et du Mississippi, formant une zone fertile souvent inondée par leurs eaux. Le terme delta désigne à l'origine le triangle formé par les rivières à leur embouchure. Avec le temps, il a fini par désigner toute plaine traversée par plusieurs bras de rivières, d'où le nom inexact de la région du delta du Mississippi. Missouri. Le Missouri abrite le monument le plus haut et le plus petit parc national des États-Unis, et il s'agit du même endroit. La plupart des gens ont vu l'arche célèbre de Saint-Louis en photo, mais saviez-vous que la Gateway Arch est de loin le monument le plus haut des États-Unis ? Avec ses 630 pieds, 192 mètres, l'arche est plus de 2 fois plus haute que la Statue de la Liberté. En même temps, le parc national Gateway Arch, la zone protégée qui entoure l'arche, est aussi le plus petit parc national, ne mesurant que 192 acres, soit 77 hectares, ce qui correspond à peine à la superficie de Disneyland. En comparaison, des parcs célèbres comme Yosemite couvrent plus de 760 et 1000 acres, soit près de 308 000 hectares, et restent encore loin des plus grands parcs nationaux du pays. Cet honneur revient à Wrangell St. Heli, en Alaska, qui s'étend sur plus de 13,2 millions d'acres, soit 5,3 millions d'hectares. Le Montana possède des paysages époustouflants, une beauté naturelle incroyable et certains des climats les plus extrêmes du pays. Cet état détient le record du plus grand changement de température. Du 14 au 15 janvier 1972 à Loma, la température est passée de moins 54 degrés Fahrenheit, moins 47 degrés Celsius, à 49 degrés Fahrenheit, 9,4 degrés Celsius, soit un écart de 103 degrés en une nuit. Rien n'égale vraiment l'événement météorologique extrême de 1972, mais le Montana subit souvent d'importantes variations de température. Sa situation intérieure l'éloigne de l'océan qui modérerait le climat, exposant l'État à des masses d'air arctique, pacifique et du Golfe, causant des variations de température rapides et imprévisibles. Cependant, les plus fortes augmentations de température sont généralement causées par les vents Chinook, des vents chauds et secs qui descendent les pentes orientales des Rocheuses et peuvent faire grimper la température de plusieurs dizaines de degrés en quelques heures seulement. Nebraska. L'aquifère Ogallala se trouve sous presque tout l'État du Nebraska. À l'exception de la pointe sud-est de l'État, le reste de son territoire se trouve au-dessus de l'un des plus grands aquifères du monde. L'Ogallala couvre 8 États, du Dakota du Sud au Texas. Mais contrairement à ce que certains pensent, un aquifère n'est pas une sorte de lac souterrain. En réalité, c'est une zone de sédiments saturés qui contient de l'eau, une eau qui peut ensuite être extraite pour être utilisée en surface. C'est pourquoi les États des Grandes Plaines peuvent avoir de grandes exploitations agricoles prospères. Nevada. Le Nevada étant l'État le plus sec des États-Unis, avec 10,3 pouces, soit 26 cm de précipitations par an, devançant de peu l'Arizona, qui reçoit quelques centimètres de pluie en plus. Le sud du Nevada reçoit encore moins de pluie, avec une moyenne de 7,1 pouces, soit 18 cm par an, ce qui explique peut-être pourquoi cette partie de l'État est principalement désertique. En fait, 85% de l'État est considéré comme désertique ou aride. New Hampshire. Le livre Guinness des records indique que la plus forte rafale de vent de surface jamais mesurée, soit 372 km/h, 230 et 1 miles par heure, a été enregistrée sur le mont Washington, dans le New Hampshire, soit 2 fois la vitesse d'un parachutiste en chute libre. Bien que cette vitesse du vent ait été enregistrée le 12 avril 1934, les conditions n'ont pas beaucoup changé au fil des années. Tout randonneur qui a récemment gravi la montagne vous dira que les vents incroyablement forts du mont Washington sont l'un des aspects les plus difficiles de la randonnée. La montagne est aussi venteuse en raison d'une combinaison de facteurs. Son altitude, près de 6300 pieds, soit 1900 mètres, le fait que les principales trajectoires de tempête se croisent généralement ici, et un effet d'entonnoir provoqué par les montagnes blanches voisines. Ainsi, bien que le mont Washington ne soit pas très haut, il reste la montagne de petite taille la plus dangereuse au monde. New Jersey. New Jersey est une péninsule. Non, sérieusement.
Alors que la plupart des gens pensent à des États comme la Floride, l'Alaska ou le Michigan lorsqu'ils pensent aux États péninsulaires, ou dans le cas du Michigan, à 2 péninsules, le New Jersey est généralement oublié. Pourquoi ne le serait-il pas? On dirait que son côté ouest était juste posé contre la Pennsylvanie. Mais en y regardant de plus près, vous verrez une rivière qui coule entre les 2 États, la rivière Delaware. Le New Jersey est bordé à l'est et au sud principalement par l'océan Atlantique, tandis que la rivière et la baie du Delaware longent le reste. Seul son côté nord est relié au continent américain. Nouveau-Mexique. Le parc national de White Sands a parmi les dunes les plus impressionnantes du pays, et c'est littéral. Le parc est en fait le plus grand champ de dunes de gypse au monde, ce qui lui donne son apparence blanche et enneigée qui a rendu la région célèbre sur Instagram. En fait, le gypse est tellement blanc qu'il n'absorbe absolument aucune chaleur, ce qui signifie que même lorsque les températures au Nouveau-Mexique dépassent les 100 degrés Fahrenheit, soit 37 degrés Celsius, les dunes restent totalement fraîches au toucher. New York. Votre boussole ne fonctionnera plus dans les Adirondacks. Si vous voulez faire à l'ancienne en traversant les puissantes Adirondacks, en vous orientant avec une boussole pointant vers le nord, vous risquez d'être déçu et de finir par tourner en rond. Les Adirondacks possédant d'énormes gisements de minerais de fer qui perturbent les champs magnétiques, ainsi que de la magnétite, le minéral naturel le plus magnétique de la planète. Ce qui signifie que votre boussole commencera à tourner dans tous les sens lorsque vous vous promènerez dans les montagnes. Mieux vaut un système de positionnement global satellite ou un ami connaissant la région. Caroline du Nord. La Caroline du Nord abrite la plus ancienne rivière d'Amérique du Nord, la curieusement nommée Nouvelle Rivière. Cette rivière s'étend sur 340 miles, soit 547 km, depuis les montagnes Blue Ridge dans l'État jusqu'au nord-ouest en Virginie et en Virginie occidentale. Elle appartient au bassin des Appalaches, l'une des plus vieilles chaînes montagneuses du monde. Beaucoup de scientifiques pensent que la New River est même plus ancienne que les montagnes qui l'entourent, ayant été créée il y a entre 260 millions et 325 millions d'années, et qu'elle s'est simplement élevée avec les montagnes au fur et à mesure de leur formation. Nul ne sait vraiment pourquoi elle s'appelle aujourd'hui la New River. Selon une histoire, les explorateurs l'ayant découverte en 1661, l'ayant jamais vue, notèrent simplement sur leur carte qu'il s'agissait d'une rivière nouvelle. Celui qui l'a vue était trop paresseux pour chercher un autre nom, donc il est resté. Dakota du Nord. Promenez-vous au Canada dans le Jardin international de la paix du Dakota du Nord. Le parc et ses jardins de 2300 acres, 931 hectares, sont situés sur le 49e parallèle frontière entre le Manitoba et le Dakota du Nord. Les Canadiens et les Américains peuvent entrer de chaque côté et se promener dans la zone, voire retrouver des amis de l'autre côté de la frontière. Du côté du Dakota du Nord, vous trouverez un poste des douanes et de la protection des frontières des États-Unis qui vérifiera vos papiers. Le jardin symbolise l'amitié entre les États-Unis et le Canada. Les gens cherchent des fossiles au parc d'État de Cedar Creek dans l'Ohio, l'un des sites les plus accessibles du pays car de nombreux fossiles y sont exposés et traînent partout. Le corps des ingénieurs de l'armée américaine a construit un barrage entre 1971 et 1977, exposant ainsi une grande partie du calcaire local, riche en fossiles. Cependant, vous ne pouvez pas ramasser tous les fossiles. Un permis est requis, et la collecte de fossiles n'est autorisée que dans certaines zones. Vous ne pouvez pas garder d'objets plus grands que votre main. L'Oklahoma a la particularité d'être la capitale mondiale des tornades, un honneur que personne d'autre ne souhaite vraiment. Bien que la célèbre Tornado Alley s'étende sur le nord du Texas, le Kansas, le Colorado, le Nebraska et le Dakota du Sud, c'est l'Oklahoma qui connaît de loin le plus d'activités de tornades par an. L'État recense en moyenne 68 tornades par an, mais en 2024, il en a eu 91, surtout de mars à mai. Bien que d'autres États comme le Texas aient eu plus de tornades cette année-là, l'Oklahoma est connu comme la capitale des tornades parce qu'il se trouve au cœur de la Tornado Alley et que les tornades les plus puissantes ont tendance à frapper ici. Oregon. Bien qu'il soit situé dans le célèbre nord-ouest Pacifique, connu pour sa pluie et ses forêts denses, l'Oregon possède en réalité plus de 24 000 miles carrés de désert, connu sous le nom de région centrale. Désert d'élevé de l'Oregon.
Partant de la base orientale des Cascades, la région s'étend vers l'est et le sud à environ 1200 mètres d'altitude. Les cascades expliquent pourquoi le désert de l'Oregon est plus sec que le reste de l'État. Les montagnes forment une ombre pluviométrique, retenant la plupart des pluies venant de la côte pacifique et les empêchant d'atteindre l'est au-delà de leur sommet. Même sans dunes, ou très désertique typique, ce paysage sera qualifié de désert par ses précipitations et se compose surtout de terres arbustives. Pennsylvanie. Le sol y ressemble davantage à du gruyère qu'à de la roche solide. Cela s'explique par l'histoire minière de l'État, qui a creusé des tunnels sous une grande partie de la Pennsylvanie, et par la présence naturelle de calcaire, propice aux affaissements. Des affaissements ont englouti des jardins, des maisons et même des personnes. Des affaires de disparition, comme celle d'Elizabeth Pollard, ont été élucidées après la découverte des corps plusieurs mètres sous terre dans de nouveaux affaissements. Rhode Island est le plus petit État des États-Unis et 33% de sa surface est composée d'eau. Cela en fait le troisième État le plus aquatique de l'Union, derrière le Michigan et Hawaï. Cependant, la taille de Rhode Island, combinée aux grandes portions de l'État recouvertes d'eau et à son littoral long et irrégulier, a limité le type de croissance observé dans d'autres États de la Nouvelle-Angleterre. Sa capitale, Providence, compte 190 000 habitants, et il est presque impossible d'établir de grandes zones urbaines ou industrielles, ou même de grandes infrastructures comme des lignes de chemin de fer et des autoroutes, à cause de la géographie morcelée de l'État. Rhode Island paraît destiné à rester plus paisible que beaucoup d'États, ce qui plaît sans doute à ses nombreux propriétaires de yachts. Caroline du Sud. Il y a une ville fantôme sous les eaux du lac Jocassee en Caroline du Sud. Le lac a été créé en 1973 lorsque le barrage de Jocassee a été construit pour produire de l'électricité hydroélectrique dans la région. Avant l'inondation, de nombreux artefacts ont été récupérés dans la ville historique de Jocassee de la nation Cherokee pour les sauver de la submersion. Aujourd'hui, les plongeurs explorent les vestiges de la ville, dont le cimetière du Mont Carmel, vu dans le film Délivrance avant son immersion, et l'historique Atacula Lodge, ancien hôtel régional situé désormais à 91 mètres sous l'eau. Dakota du Sud. On associe souvent les mines d'or au Far West, mais la plus grande et profonde mine d'or américaine était la mine Homestake à Leeds, Dakota du Sud. De 1876 à 2002, 40 millions d'onces, soit 1,1 milliard de grammes d'or, ont été extraits de la mine. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent découvrir l'histoire de la mine au centre d'accueil. Il y a encore du travail dans la mine, mais d'un tout autre genre. Des scientifiques travaillent sans relâche sur des expériences avec des neutrinos, et la matière noire ici, au Sanford Underground Research Facility, qui est le centre de recherche scientifique souterrain le plus profond du pays. Tennessee. Bien qu'il ne soit pas aussi vaste que les parcs nationaux de l'ouest des États-Unis, le parc national des Great Smoky Mountains du Tennessee est le parc le plus visité des États-Unis. Non seulement il reçoit le plus de visiteurs, mais la différence de fréquentation touristique avec les autres parcs nationaux du pays n'est même pas comparable. En 2024, le parc national des Great Smoky Mountains a accueilli plus de 12 millions de visiteurs. Le deuxième parc le plus visité, le parc national de Zion, n'a reçu que 4,9 millions de visites. Plus d'un tiers des visiteurs ont vu les Great Smoky Mountains. Texas. Tu savais probablement que le Texas était grand, mais savais-tu qu'il est plus grand que n'importe quel pays d'Europe ? On ne veut pas dire qu'il est juste plus grand qu'un pays quelconque. Il n'y a pas un seul pays européen qui dépasse le Texas en taille. Cela suppose de considérer la Russie comme asiatique, car la majorité de son territoire y est située. L'Ukraine est le plus grand pays entièrement en Europe, avec une superficie de plus de 603 000 km². Le Texas, en revanche, a une superficie d'environ 269 000 miles², soit près de 700 000 km², ce qui le rend environ 36 000 miles², soit 93 000 km² plus grand. Cela signifie que la différence entre le Texas et l'Ukraine est à peine supérieure à la taille de l'ensemble de l'île d'Irlande. Si vous ne pouvez pas économiser assez pour un vol vers Mars, découvrez à quoi ressemble la planète rouge dans les canyons près de Hanksville, Utah. Des scientifiques ont testé du matériel et des caméras pour Mars dans la région. Le paysage et le sol ressemblent tellement à ceux de la planète rouge que la région est un excellent terrain d'entraînement.
Marjorie Chan, professeure de géologie à l'université de l'Utah, a approfondi la comparaison. Elle ne pense pas seulement que Mars et le sud de l'Utah se ressemblent, mais qu'ils se sont en fait formés de manière très similaire. Comme elle le dit, de nombreux processus et certains environnements observés dans le sud de l'Utah ressemblent probablement à ceux de Mars. Vermont. Même si l'on s'attend à trouver de grandes carrières de marbre en Méditerranée ou dans d'autres régions célèbres pour leurs monuments, la plus grande carrière souterraine de marbre au monde se trouve en réalité à Danby, dans le Vermont. Appelée bien sûr la carrière de Danby. Elle est en activité depuis 1903, avec des milliers d'ouvriers, extrayant du marbre qui s'est formé dans la région, il y a des centaines de millions d'années. Le célèbre marbre de Danby orne aujourd'hui plusieurs bâtiments prestigieux, dont la Bibliothèque publique de New York, l'Organisation des Nations Unies, la Cour suprême, et le mémorial Thomas Jefferson. Virginie. La côte est de l'État est isolée du reste par la baie de Chesapeake. Pour se rendre dans les comtés d'Ackermack et de Northampton, qui se trouvent notamment juste sur l'océan Atlantique, il faut traverser le pont-tunnel de la baie de Chesapeake, long de 17,6 miles, soit 28 km. Avant 1964, il fallait prendre un ferry. Cette section de l'État, longue de 113 km, appartient à la péninsule de Delmarva et est reliée au Maryland. Pourquoi cela appartient-il à la Virginie ? Les Britanniques, en créant le Maryland depuis la colonie de Virginie, ont voulu conserver uniquement la pointe de la péninsule en Virginie. Washington possède un archipel connu sous le nom des îles San Juan. Fait étrange, le nombre d'îles visibles dépend de la marée. Le consensus officiel affirme qu'il y a 176 îles et récifs dans l'archipel des îles San Juan, dont seulement quelques dizaines sont habitées, et les ferries publics ne desservent que 4 d'entre elles. San Juan, Orcas, Lopez et Shaw. À marée basse, jusqu'à 743 îles, et récifs émergent dans le Puget Sound, entre l'État de Washington et l'île de Vancouver. C'est parce que l'amplitude des marées autour des îles est relativement grande, avec une différence moyenne de 3 mètres, soit 10 pieds, entre la marée haute et la marée basse, et de nombreuses parties de l'archipel se trouvent juste en dessous du niveau de la mer. Virginie occidentale. Malgré son statut d'État enclavé, la Virginie occidentale possède au moins 32 îles sur la rivière Ohio. En fait, beaucoup de ces îles ont servi de refuge à la faune qui s'y trouve, car elles restent relativement protégées de la chasse et de toute personne qui empiète sur leur environnement. Certaines îles sont habitées et aménagées. L'île de Wheeling possède tout un casino, d'autres n'ont qu'une ou 2 maisons. Nager jusqu'aux îles fluviales est un loisir apprécié par beaucoup en Virginie occidentale. Wisconsin. Dans le Wisconsin, on peut observer des roches plus anciennes que la vie sur Terre. Il ne s'agit pas uniquement de la vie humaine, mais de toute forme de vie, sauf les bactéries. Les pierres du parc d'État du lac du Diable sont faites de quartzite de Baraboo et ont environ 1,5 milliard d'années, ce qui en fait l'une des plus anciennes formations rocheuses du continent. Puisque les premières plantes terrestres sont apparues sur Terre pendant la période cambrienne il y a environ 500 millions d'années, cela signifie que certaines parties de la chaîne de Baraboo sont environ 3 fois plus anciennes qu'elle. Et enfin, mais non des moindres, le Wyoming. C'est sans doute positif que peu de gens vivent noirs dans le Wyoming, car le nord-ouest de l'État est sur un super volcan. La caldeira de Yellowstone, à l'origine d'attractions touristiques, comme le geyser Old Faithful et les sources chaudes du parc national de Yellowstone, mesure 30 sur 45 miles, 50 sur 70 km. Elle a connu au moins 3 éruptions sur plusieurs millions d'années. Une éruption a été si dévastatrice qu'elle a couvert la moitié du continent nord-américain de cendres. La bonne nouvelle ? Le volcan dort. Mauvaise nouvelle. Il n'est pas éteint, ce qui signifie qu'il est toujours actif, donc il y a une possibilité d'une éruption future. Mais pas d'inquiétude. Les scientifiques surveillent l'activité de Yellowstone et disent qu'il n'y a rien à craindre, pour l'instant. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Merci encore. On se retrouve la prochaine fois sur MadPack.